Aujourd'hui, on parle de tiques, et plus précisément de la maladie de Lyme, maladie qui est donc transmise par des tiques, qui a fait couler beaucoup d'encre à partir des années 2010. Ici, pas de lobby du vin ou du tabac, il s'agit simplement d'une portion de la population qui questionne le consensus scientifique sur cette maladie. Et on va essayer de voir pourquoi. D'abord, la maladie de Lyme, c'est quoi? Eh bien, c'est une zoonose vectorielle due à une Borrelia transmise par morsure Dixon. C'est plus clair, hein? Bon, un peu de sérieux. C'est donc une maladie infectieuse qui infecte l'homme, et aussi d'autres animaux, hein, et qui est transmise par des tiques. Et donc parfois cette maladie s'appelle aussi la borréliose de Lyme, par exemple. Et donc cette borréliose de Lyme, elle se déroule en 3 phases. Quelles sont ces phases? Allons voir. Alors, on a... Et donc ça, ce document-là, hein, juste rapidement, c'est le PILI, c'est le document utilisé pour réviser les ECN en médecine. Hein, donc c'est la base en termes d'infectiologie. Et donc on a 3 phases, une phase primaire, une phase secondaire et une phase tertiaire. On peut le voir que la phase primaire, c'est 3 à 30 jours, et c'est un érythème migrant. Voilà, c'est plus clair là aussi. Un érythème migrant, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une plaque rouge, hein, tout simplement. Donc ça, cette plaque rouge, elle peut aller de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres en fonction de la tique. Plusieurs espèces de tiques. La phase secondaire, donc c'est après quelques semaines à quelques mois d'incubation, et donc on voit qu'on a des atteintes neurologiques, donc méningite, etc. Et puis on commence à avoir des problèmes cardiaques et articulaires également. Et donc la phase tertiaire, donc après une phase de dormance potentielle de quelques mois, quelques années, des manifestations chroniques cutanées, des manifestations neurologiques et des manifestations articulaires. Ce qu'il faut bien retenir également, c'est que ces 3 phases, elles arrivent uniquement si c'est pas traité. C'est-à-dire que s'il y a un traitement, ça se traite très bien avec des antibiotiques, alors c'est amoxicilline et cycline, voilà, un petit combo en ingestion, et ça se traite très bien. Et à partir du moment où ça se traite, eh ben, on ne passe pas aux phases suivantes, hein, voilà. Mais alors donc, c'est quoi la controverse dans ce cas-là? Eh bien, c'est Alison Tonks qui nous en parle, et donc ça c'était en 2007, et Alison Tonks, elle nous dit que le cœur du problème, c'est la possibilité que la bactérie de Lyme, elle puisse survivre au traitement antibiotique initial, qu'elle puisse éviter la détection, et qu'elle puisse continuer à causer des symptômes pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc ça, cette possibilité, c'est ce qui est appelé la maladie de Lyme chronique. La controverse, elle s'est lancée aux États-Unis, mais elle a rapidement voyagé jusqu'en France, et c'est surtout sur cette partie française qu'on va s'intéresser. Il y a plusieurs associations qui se sont créées, Lymepact, France Lyme, le droit guérir, enfin voilà, autour de la maladie de Lyme, donc qui là sont principalement francophones. Et donc, ces associations, qu'est-ce qu'elles nous disent? Quelles sont leurs revendications? Alors voilà, là on avait le site de Association France Lyme, voilà. Elle a pour objet d'échanger et de diffuser des informations sur les maladies transmises par les tiques et d'en assurer la prévention. Faciliter le contact entre les malades et les différentes institutions médicales, sanitaires et sociales. Tout à fait louable. Voilà, c'est dans Lyme sans frontières où le ton monte un petit peu dans les objectifs de l'association, où là, il y a levé du déni de la borréliose de Lyme dans sa forme chronique. Donc là, on est plus spécifique, effectivement, sur le côté maladie Lyme chronique. Globalement, en résumé, leur demande, leurs objectifs en 3 éléments. Le premier, c'est que la maladie Lyme chronique soit reconnue. Le second, c'est que on change les méthodes de diagnostic biologique. On en parlera après. Et le troisième, c'est que les médecins qui proposent des traitements pour la maladie Lyme chronique, parce qu'il y en a quand même qui le font, même si le consensus médical dit qu'il n'existe pas, il y en a quand même qui proposent des traitements, que ces médecins ne soient pas inquiétés. Voilà. Donc c'est en gros les 3 revendications de ces associations. Et donc on a essayé de se renseigner un petit peu là-dessus, et la problématique qu'on a rencontrée, c'est que les symptômes de cette maladie Lyme chronique, ils sont très génériques et non spécifiques. Et donc c'est assez difficile de les associer spécifiquement à une maladie de Lyme. Ça peut être des symptômes assez vagues en fait. Et puis, surtout, on n'a aucune preuve
matériel biologique de l'association de la maladie de Lyme à ces symptômes. C'est-à-dire que les symptômes, ils existent, hein, pas de souci, mais on n'a aucune preuve qui soit liée à la maladie de Lyme. Donc c'est ça tout le nœud du problème. Et donc on a posé la question à ces associations-là, et les réponses qu'on a obtenues, c'est que globalement, il n'y a pas forcément de lien entre la maladie de Lyme chronique et la borrelia. Ensuite, le deuxième élément, et c'est un des éléments centraux de ce débat, c'est que les malades ressentent la maladie de Lyme chronique. On n'arrive pas à le prouver, mais les malades le ressentent. Et c'est vraiment une question de ressenti à cet endroit-là. Donc là, on a un peu les bases de la controverse. On sait où est-ce qu'on va. Analysons un peu ça. Les arguments, le plus souvent, ne sont pas anti-science. Le plus souvent, il y en a quelques-uns qui le sont. Mais en fait, ils se construisent simplement avec une organisation différente des connaissances, en plaçant le ressenti sur un plan plus important, par exemple, que ne peut le faire de la science médicale parfois très froide. Déjà sur la question du diagnostic. Pourquoi est-ce qu'il y a un doute? On a dit tout à l'heure qu'une des revendications des associations, c'était de changer les méthodes de diagnostic. Pourquoi il y a un doute? On a quand même la médecine moderne, on sait diagnostiquer des trucs. Voilà. Si le diagnostic biologique est positif, bah la maladie est là, s'il est négatif, bah elle n'est pas là. Normalement, ça devrait être aussi simple que ça. Tout d'abord, on a vu qu'il y avait 3 phases. Dans la première phase, c'est assez facile, il y a l'érythème migrant, ou la plaque rouge, quoi. Donc ça, c'est assez facile à diagnostiquer cliniquement. Mais sur les phases suivantes, on a vu que c'était des symptômes articulaires et puis neurologiques. C'est des symptômes qui sont assez généraux, et si la plaque rouge est passée inaperçue, ça peut être assez difficile de relier les symptômes avec la maladie de Lyme. Donc on ne peut pas faire de diagnostic clinique, et donc on est obligé de se baser sur le diagnostic biologique. Et c'est là qu'on arrive à un problème. Voilà, et donc les diagnostics biologiques qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement un diagnostic indirect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un diagnostic indirect? Ça veut dire qu'on ne va pas détecter la bactérie, et la maladie en elle-même, on va détecter les conséquences de cette maladie. Ces tests-là, ils ne font pas la différence entre une infection qui est active, donc une maladie, voilà, et une cicatrice sérologique, donc une infection qui a eu lieu par le passé, et pour laquelle le corps s'est défendu. On va pas faire les détails de comment fonctionne un test ELISA et un Western blot, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le test ELISA, il est pas cher, il est rapide, et il est pratique, mais il fait aussi des faux positifs. Donc les faux positifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas malade, si on fait un test ELISA sur lui, eh ben on aura peut-être un test positif. Donc, pour confirmer ce test, eh ben on fait un Western blot, qui lui est plus fiable, et donc si les deux sont fiables, eh ben on sait qu'on a la maladie. C'est quelque chose qui est mis en avant par les défenseurs du Lyme chronique, le fait que le test ELISA puisse faire des faux positifs. Et c'est là qu'il y a une première rupture méthodologique. Le test ELISA, il peut faire des faux positifs, il ne peut pas faire de faux négatifs. Ça veut dire qu'une personne qui a la maladie, le test sera forcément positif, il ne peut pas être négatif. Alors un autre élément voilà, qui est noté ici, c'est la possibilité de faire une PCR. Alors je vous ai trouvé une autre étude qui parle de la PCR plus... je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc l'étude est en description, hein, bien sûr, et elle est assez longue, mais la conclusion, on peut lire assez rapidement l'introduction, la conclusion c'est que la PCR, soit elle est peu sensible, soit, si elle est sensible, elle fait des faux positifs. Donc en fait, la PCR, c'est une méthode, où là aussi je vous passe les détails parce que sinon on va faire une heure et demie de cours de biologie moléculaire, mais c'est une méthode qui va permettre de détecter directement, et pas indirectement comme précédemment, qui va permettre de détecter directement notre maladie, notre borréliose, notre bactérie, mais malheureusement le test est vraiment pas super fiable à l'heure actuelle. On a des symptômes donc qui sont très généraux, et donc il y a une ambiguïté, même au sein des soignants, à trancher le diagnostic, et on a des tests biologiques qui peuvent faire des faux positifs, ce qui ne crée pas un climat de confiance sur ces tests. Alors que, on le rappelle, ils ne font pas de faux négatifs. Et donc là, on note que de la part des patients et des associations qui défendent la maladie de Lyme chronique, il n'y a pas vraiment une opposition aux sciences. Il y a plus une distance entre les symptômes réels et ressentis et le diagnostic qui peut être posé.
Et donc en fait, les patients et associations essaient simplement de combler ce gap qu'il y a entre les symptômes et le diagnostic. Le deuxième point sur la reconnaissance de la maladie de Lyme, qui est demandé par ces associations, c'est celui de la revendication politique. Et là, il faut changer de prisme pour pouvoir observer ça. Il faut se mettre dans la situation de ces patients lymés. Ces patients, ils souffrent d'une rupture, en plus de leur souffrance et des symptômes qu'ils ont, ils souffrent d'une rupture avec les institutions et le corps médical qui va avoir parfois une réaction assez dure vis-à-vis de leur absence de diagnostic positif. Et donc ces patients, ils prônent davantage une co-construction avec des professionnels du corps médical et des profanes, des diagnostics, en prenant en compte aussi le ressenti des patients, et pas seulement des données brutes un petit peu. Et donc, les associations, elles se créent parce que y a un manque de reconnaissance pour ces patients, et donc en fait, ils ont besoin de se rassembler parce qu'en fait, ils créent leur reconnaissance qui leur manque. Voilà, c'est simplement ça. Mais cette lutte contre la maladie de Lyme, elle peut sembler légitime, mais elle pose quand même quelques soucis. Des soucis importants. Et donc au nombre, là on en a dénombré 3, donc selon 3 axes. Le premier souci, c'est que ça crée de la désinformation. Et ce qu'on constate en ayant échangé avec les patients et avec les groupes, c'est que un des premiers réflexes, quand il y a une distance entre ce que nous dit le corps médical et ce que nous on pense, le premier réflexe c'est de se tourner vers des méthodes alternatives, vers des chiropracteurs, huiles essentielles, etc. C'est pas le cas de tous, mais c'est quelque chose qui est assez généralisé. Le deuxième axe, c'est que cette désinformation, elle accentue encore plus la défiance envers le corps médical. Donc voilà, ce film, ou documentaire, il met en scène la vie d'Axel, qui est un jeune garçon qui est atteint de la maladie de Lyme. Ça c'était un extrait, et donc là j'ai juste posé là-dessus, où c'est la maman de Axel qui raconte l'expérience avec son médecin, où le médecin dit que Axel ment et que les parents inventent des symptômes. Et donc là, en fait, ce qui se passe dans ce documentaire, c'est que les parents du jeune Axel ont une expérience très mauvaise avec ce médecin, et donc ils vont chercher d'autres options, et donc ils vont trouver un spécialiste qui vont leur dire qu'effectivement, Axel a bien la maladie de Lyme, etc. Mais donc là, voilà, c'est un petit peu les mêmes biais qu'on avait pu présenter par le passé, c'est-à-dire que si on cherche quelqu'un qui va nous dire quelque chose, on va toujours pouvoir en trouver un, au moins un, quelque part. Et donc là, dans l'exemple de ce documentaire, on a de nombreux professionnels de santé qui ont dit à des parents que leur enfant n'était pas malade, mais sauf que les parents constataient quand même que l'enfant était en souffrance, et donc en fait ils ont fini par croire en fait le spécialiste qui leur a dit qu'effectivement il était malade et qu'il avait la maladie de Lyme. Donc voilà, ça illustre bien la rupture qu'il peut y avoir entre des patients et le corps médical. Et là-dessus, c'est une illustration qui est sympa parce que ce serait trop facile de tout mettre sur le dos des patients ou des parents. De dire « Ah, mais ils n'ont qu'à écouter leur médecin, ils n'ont qu'à machin, etc. » C'est beaucoup trop facile. Parce qu'en fait, le rôle et la posture du médecin a également son importance. Ça veut dire qu'un médecin qui va dire à des parents que leur enfant ment, bah forcément les parents vont vouloir aller chercher ailleurs, et vont vouloir aller trouver d'autres solutions alternatives, et vont vouloir trouver un spécialiste qui va leur donner raison. Et ce qui est amusant là-dessus, il y a plusieurs études qui parlent de ça, mais c'est que la relation entre médecin et patient, elle est basée sur plusieurs facteurs, et donc le médecin il va se créer une représentation de son patient, en fonction des différents facteurs qu'il a, mais c'est une représentation qui peut être biaisée, et c'est une représentation qui va aussi changer la relation que le patient a avec le médecin. Par exemple, il y a des études qui montrent que les médecins auront plus difficilement confiance dans un patient qui fume, ou par exemple dans un patient qui vient d'un milieu socio-économique un peu défavorisé. Voilà, c'est des biais qui existent, et qui vont donc influer sur la relation médecin-patient. Et là aussi, il faut garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses qui influent là-dessus, comme les moyens mis à disposition des médecins et du personnel de santé et des soignants. Enfin, voilà, tout n'est pas de la faute d'un ou d'une personne, mais c'est juste pour mettre un peu de perspective dans cette relation. Donc voilà, un des points à retenir, c'est que faut éviter de sous-entendre que ces maladies ou ces symptômes, voilà, sont imaginaires
et sont purement psychosomatiques, parce que c'est certainement pas le cas. Et puis le troisième point d'inquiétude là-dessus, bah, c'est tout simplement que si on a des patients qui prennent des antibiotiques et tirent l'arigot pour soigner une maladie de Lyme chronique, qui n'est probablement pas soignable avec des antibiotiques, vu qu'on n'a pas de traces de borréliose, vu qu'on n'a pas de traces de tiques et on n'a pas de traces de bactéries, bon, probable que ce soit pas soignable avec des antibiotiques. Et donc ils vont prendre des antibiotiques et en fait ils vont créer de l'antibiorésistance. Donc potentiellement, en fait, la surconsommation d'antibiotiques, il y a plein de vidéos qui en parlent déjà, mais ça va créer de l'antibiorésistance et donc ça peut potentiellement créer des superbactéries. Ça c'est pas ouf. Il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'on a appris sur cette maladie de Lyme et cette maladie de Lyme chronique? D'abord, la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, elle existe, elle a 3 phases, 1, 2 et 3. Aujourd'hui, Pimpin et Lily et Adrien jouent avec le 3. Et ces 3-là sont détectables, ces 3-là sont prouvés, il y a un consensus médical, mais pas de consensus médical, et on n'a pas de preuve de l'existence de la maladie de Lyme chronique. Les patients qui défendent la maladie de Lyme chronique n'ont pas vraiment une démarche anti-scientifique, mais cherchent simplement à relier des symptômes avec une pathologie. Et en fait, il y a une attribution assez logique, c'est-à-dire qu'il y a un lien factuel entre ces symptômes et cette pathologie. Mais c'est des symptômes qui restent très généraux. Et les patients ne sont pas illogiques dans leur démarche. Ils sont même très logiques. La remise en cause des tests pour leur manque de fiabilité parce qu'ils font des faux positifs, ça fait sens, c'est très logique. Mais il y a une partie qui n'est pas prise en compte, c'est la partie où le test ne fait pas faux négatif, par exemple. Globalement ici, on a 2 parties qui sont pas d'accord sur les méthodologies. Il y en a une qui va faire de l'evidence-based medicine. Ouais, quel accent anglais. Et on va avoir de l'autre côté des patients qui vont plus se baser sur un ressenti. L'idéal donc, c'est de se baser sur la science, pour pas se tromper, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est que la science puisse prendre en compte des facteurs psychosociologiques dans la relation médecin-patient. Et d'ailleurs, on est à une époque où il y a une distance qui se crée entre les sachants, qui sont parfois assez condescendants, et les profanes, en considérant qu'il y a une science pure et que si on ne respecte pas cette science pure, et voilà, on ne devrait pas avoir le droit à la parole, ce genre de choses-là. Il est tout de même intéressant de considérer le vécu des patients, et en fait, ce type d'information, c'est une donnée supplémentaire pour avoir de la science plus précise et plus aboutie. Donc il faut pas mettre d'un côté, ouais, c'est du ressenti, on s'en bat les couilles, c'est pas des faits, on le ressent juste, voilà, et de l'autre côté la science. Les deux peuvent permettre de faire de la meilleure science à la fin. Voilà un petit peu ce qu'on avait sur la maladie de Lyme. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du traitement du sujet, et aussi du format, parce on teste des nouvelles choses. Vous voulez pas faire un cours de biomol de 1 heure sur les tests ELISA et sur les PCR, donc n'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Et pour finir, sortez ouvert.